Bon, bah, merci de nous accueillir, Frédéric et moi. Alors j'ai préparé juste une courte présentation, hein. Je serai assez bref. L'idée c'était qu'on échange après sur le thème de la scolarité. Alors en fait, ce que je voulais vous dire, c'est un peu recontextualiser déjà notre position à la CNSA, d'où on parle, quelle est un peu notre vision du handicap, et puis après faire un focus sur le travail de l'équipe pluridisciplinaire en MDPH, et ensuite donc laisser du temps pour les échanges. Oui. Donc juste deux, trois mots sur la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Donc c'est un établissement public qui a été créé en juin 2004. Il a à la fois un volet personnes handicapées et aussi un volet personnes âgées. Donc on est sur l'autonomie au sens large. Ces missions ont été structurées par 3 lois. La loi du 11 février 2005 que vous connaissez certainement. La loi du 28 décembre 2015 qui est celle de l'adaptation de la société au vieillissement, et celle du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Donc ces 4 missions principales sont de participer au financement de l'aide à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Donc ça passe par le financement d'établissements médico-sociaux ou des EHPAD notamment. Garantir ou tenter de garantir l'égalité de traitement sur tout le territoire, quel que soit l'âge ou le type de handicap, en veillant à une répartition équitable des ressources. Assurer une mission d'expertise, d'information et d'animation. Et encourager la recherche et les actions innovantes. On a une section à la CNSA qui est dédiée à cela et qui finance des projets de recherche ou des colloques qui peuvent être menés. Donc, voilà. La CNSA, donc, c'est à la fois une caisse, comme son nom l'indique, mais aussi une agence d'animation et d'expertise qui a un statut d'animation et d'expertise. Et donc nous, Frédéric et moi, on est plus sur ce volet-là d'agence et d'accompagnement des MDPH et de... À savoir aussi que la CNSA donc, est dirigée par une directrice, un conseil et un conseil scientifique, mais elle reste quand même sous tutelle des administrations centrales et notamment de la Direction générale de la cohésion sociale. Et puis un peu plus succinctement de la Direction de la sécurité sociale et du budget. Oui, si on passe. Donc, pour être plus spécifique un peu sur son rôle d'agence, voici les missions qu'elle assure. Donc, assurer un rôle d'expertise technique et de proposition pour les référentiels nationaux d'évaluation des déficiences et de la perte d'autonomie. Donc ça, c'est la constitution, enfin l'élaboration de guides sur des thématiques précises. Donc ça, c'est une activité importante de la Caisse, et notamment où on s'attache à travailler en partenariat et inviter aussi les associations. Il y a eu un guide qui a été fait sur les troubles psychiques, par exemple, ou sur les troubles 10. Ça, c'est une des activités importantes de la CNSA. Et ensuite, assurer un échange d'expériences et d'informations entre les MDPH. Donc ça, c'est notre mission d'accompagnement et de conseil auprès des MDPH, en sachant qu'on n'a pas de lien hiérarchique avec elles, mais vraiment une mission de conseil et d'accompagnement. Donc ça passe par l'animation de journées réseau, de groupes de travail pour tenter d'harmoniser les pratiques et de faire remonter un petit peu les problématiques qu'il peut y avoir sur le terrain et essayer de garantir ce qu'on voyait avant, l'égalité de traitement. Donc voici un petit peu pour les missions de la Caisse. Je voulais juste après revenir, avant de passer sur l'équipe pluridisciplinaire et le fonctionnement MDPH, sur la définition du handicap, parce que c'est vraiment, enfin vous la connaissez certainement tous, mais c'est vraiment ce qui va structurer le travail de l'équipe pluridisciplinaire et de comment elle envisage, elle appréhende finalement le handicap. Donc on est bien sur constituer un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc la notion qui est importante, c'est que le handicap n'est pas seulement déterminé par un diagnostic ou par une maladie, une déficience, mais qu'on essaye aussi d'évaluer son environnement et dans quel environnement évolue la personne. Donc on est bien sur des situations de handicap. Et sur les retentissements qui sont induits dans la vie de la personne.
Une autre façon de mettre ça en lumière, c'est de distinguer bien ce qui distingue l'accessibilité du droit à la compensation. Donc les MDPH vont être là pour faire octroyer des droits qui sont du ressort de la compensation. Mais on voit bien comme la notion de handicap qui est liée à un environnement, celle de compensation fluctue aussi en fonction du niveau d'accessibilité finalement qu'offre la société. Et le handicap finalement se rapporte toujours aussi à cet environnement et au fait qu'il est accessible ou non. Donc l'idée générale, c'est que, et qui tend à se développer avec l'éducation inclusive notamment, c'est qu'on fasse d'abord primer le droit commun et qu'on recherche toutes les solutions possibles en droit commun avant de passer par des mesures de compensation. Alors ça évolue lentement, mais l'idée c'est quand même à terme d'arriver à ça et qu'on s'adresse d'abord, si on est dans le cas de l'école, à l'école, pour mettre en place des aménagements qui permettent une scolarité en milieu ordinaire pour tous, plutôt que de passer par la MDPH, dans la mesure du possible. Donc là, plus spécifiquement sur les missions des MDPH, je voulais juste remis ça, on va passer assez rapidement, mais il y a 3 phases, si vous voulez. Il y a l'information, l'accueil, l'écoute et l'aide à la formulation du projet de vie, qui est vraiment un temps d'accueil des personnes, donc qui se fait au niveau de l'accueil. Après, vous avez l'évaluation et l'élaboration du plan de compensation, qui est là et au niveau de l'équipe pluridisciplinaire, qu'on détaillera après. Donc c'est elle qui finalement analyse la situation, recueille les informations et va proposer un plan de compensation. Et ensuite, c'est la CDAPH par contre qui décide des mesures à mettre en place. Ouais, c'est bien. Donc si on repasse à l'équipe pluridisciplinaire, je vous ai juste mis le cadre un petit peu pour rappeler en fait le cadre réglementaire. Donc c'est elle qui évalue les besoins de compensation et l'incapacité permanente sur la base d'un projet de vie et de références définies par voie réglementaire. Elle propose un plan personnalisé de compensation qui inclut le plan personnalisé de scolarisation qu'on verra après. Chaque évaluation donc est individualisée, vu qu'on analyse aussi donc l'environnement et la situation dans laquelle évolue une personne. Évidemment, cette évaluation ne peut être qu'individualisée et non systématique, c'est-à-dire telle pathologie ou telle déficience entraîne telle réponse. C'est pas comme ça qu'on évalue la situation de handicap. La composition de l'équipe pluridisciplinaire est à géométrie variable. Donc vous avez un noyau dur qui sont des personnes qui travaillent à la MDPH, mais au sein de l'équipe pluridisciplinaire, en fonction des thématiques, on peut faire appel à des partenaires extérieurs, et notamment dans le cas de la scolarité ou des enfants, on va souvent faire appel aux enseignants référents ou à des personnels de l'éducation nationale qui vont participer aux propositions et à l'élaboration d'un plan personnalisé de scolarisation dans le cas des enfants, par exemple. Et ensuite, dernier point, l'équipe pluridisciplinaire détermine le cas échéant un taux d'incapacité permanente. Donc ça, c'est le cas. Alors pas à chaque fois, ça dépend des prestations qui nécessitent un taux. L'AEH, par exemple, le nécessite, mais il y en a d'autres où c'est pas le cas. La RQTH, alors c'est pas dans le domaine de la scolarité, mais la RQTH, il n'y a pas besoin de fixer un taux d'incapacité. Sur les informations qui sont nécessaires au MDPH, que ce soit une première demande ou un réexamen, vous avez donc le formulaire de demande dans lequel vous pouvez aussi préciser votre projet de vie. Et l'idée que je voulais vous transmettre là aujourd'hui, c'est que prenant en compte vraiment la situation de la personne, ou en tout cas tentant de le faire, le plus d'informations dispose l'équipe pluridisciplinaire, le mieux elle pourra se positionner sur la situation et élaborer des propositions. Notamment pour évaluer les retentissements des troubles dans sa vie sociale ou scolaire, enfin voilà. Et parfois, pour avoir été dans certaines équipes pluridisciplinaires, parfois ces informations manquent et ça rend plus compliqué l'évaluation. On peut avancer. Ouais. Ah oui, pardon. Donc le plan personnalisé de scolarisation, donc ça c'est pareil, c'est plus le cadre réglementaire.
Donc il est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire, il s'appuie sur les observations relatives aux besoins et aux compétences de l'enfant ou de l'adolescent, réalisées en situation scolaire par l'équipe de suivi de la scolarisation. Donc ça c'est le travail qui va être mené aussi avec l'éducation nationale sur les remontées d'informations, notamment à travers le GVASCO ou ce genre d'outils. L'équipe pluridisciplinaire peut demander l'avis d'un expert. Donc ça, c'est ce que je vous disais, c'est solliciter des partenaires pour avoir une meilleure connaissance et une meilleure évaluation, la meilleure évaluation possible sur la place des parents ou du représentant légal de l'enfant. Faut savoir que voilà, ils doivent être obligatoirement invités à s'exprimer. Donc ça ne veut pas dire qu'ils s'expriment à chaque fois, mais en tout cas, on doit leur proposer de le faire. Et puis le PPS notamment est transmis à l'élève avant qu'il passe en décision pour avis aussi et pour faire des retours ou en tout cas recueillir l'accord de la famille avant que les décisions soient prises. En sachant aussi que sur l'aspect scolarisation, la MDPH ouvre des droits mais elle ne les met pas en œuvre. Donc c'est toujours aussi un travail en partenariat avec les autres, que ce soit la CAF pour les aides financières ou l'éducation nationale pour la mise en place d'une aide humaine par exemple. Voilà, la MDPH va dire voilà la réponse qu'on a décidée, à vous maintenant de la mettre en œuvre. Dans l'éducation nationale, dans le cas d'une aide humaine par exemple. Et donc là pour terminer, c'était juste balayer, mais voilà, c'est plus à titre informatif les réponses qui sont possibles et j'ai un peu mis en gras celles qui sont axées sur la scolarité, notamment la scolarité en milieu ordinaire. Donc on a le dispositif de scolarisation ordinaire. Donc c'est la MDPH qui prend cette décision une fois qu'elle a convenu qu'il y avait bien une situation de handicap et qu'elle a amené à proposer des réponses. Donc ce sera scolarité ordinaire ou spécialisée. Elle peut préconiser l'aide humaine, le maintien en maternelle et le matériel pédagogique adapté. On peut passer. Et puis pour les prestations plus financières, donc on a l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments. Et puis plus récemment l'ouverture de la prestation de compensation du handicap aussi à un public enfant. Voilà. J'ai mis, alors je ne sais pas s'il sera diffusé à l'ensemble des participants, mais en tout cas vous retrouverez un petit peu les publications qu'a fait la CNSA là, avec des liens qui permettent voilà, des liens hypertextes qui permettent d'accéder à ces documents et les consulter. Voilà, c'était un peu court, succinct, voilà, mais l'idée maintenant c'est de vous donner la parole et d'échanger, et notamment de répondre à vos questions. Oui. Vous avez dit que vous veillez, enfin, une de vos missions c'est de veiller à l'équité de traitement des demandes de compensation. Comment est-ce que vous vous y prenez? Et surtout quand on sait l'inégalité de traitement qu'il y a au niveau, entre les différentes régions, l'inégalité de traitement des dossiers dans les MDPH d'une région à l'autre, etc. Comment est-ce que vous voyez ce problème? Et les moyens d'y remédier. Alors sur le constat, je le partage et je le constate aussi. Moi je suis arrivé à la CNSA il n'y a pas très longtemps et je venais pas du secteur forcément administration publique, donc je prends conscience aussi d'une certaine réalité aussi par rapport au cadre théorique que je vous ai présenté et finalement la réalité sur le terrain et les biais qu'il peut y avoir. Après, le rôle de la CNSA dans son accompagnement, ça va être justement à travers des journées d'animation réseau, de donner des bonnes pratiques ou de faire remonter des bonnes pratiques. Et notamment, on travaille beaucoup en partenariat aussi avec l'éducation nationale pour harmoniser et faire en sorte qu'on ait le même discours et qu'on ait finalement les mêmes, qu'on désigne des critères qui permettent cette égalité de traitement. Mais c'est complexe. Le fait qu'il n'y ait pas de lien hiérarchique, que ce soit rattaché aussi à un département avec une histoire, des personnes, des différences fortes entre les différents départements, ça complexifie effectivement je ne sais pas si... De toute façon, ce sera toujours différent dans le sens où les départements n'ont pas les mêmes ressources. Donc la MDPH notifie en fonction aussi des ressources qu'il y a dans le département. Donc c'est sûr que quand on passe d'un département à l'autre, les notifications vont changer pour s'adapter aux offres possibles pour les enfants. Et ça veut dire qu'on accepte à la base qu'il y ait... Non, il faudrait développer, il faudrait avoir les mêmes moyens partout. Voilà. Je
pense par exemple à Paris, les auxiliaires de vie scolaire et d'accompagnement, on ne peut pas mettre les mêmes nombres en Corrèze avec des déplacements énormes, etc. Donc tout dépend aussi de la géographie. C'est un peu compliqué. Ça, je ne sais pas comment on peut remédier, mais la CNSA va pouvoir... Effectivement, vous avez une offre qui est différente d'un département à l'autre. Et puis après, c'est ce que je disais aussi, la MDPH va ouvrir des droits, mais ce sera bien là aux partenaires, par exemple sur le cas atypique de l'aide humaine, à l'éducation nationale, de faire en sorte qu'elle se soit mise en œuvre concrètement. Et là-dessus, la MDPH finalement n'a que peu de prise. Alors ce système, on peut le critiquer, enfin bon, il est comme ça. Voilà, et ça induit, mais on essaye de réduire ces inégalités et faire en sorte que par les échanges répétés, le travail en partenariat, on arrive quand même à une certaine harmonisation, mais ça reste compliqué et c'est un travail constant. C'est tellement compliqué que certaines familles, en fonction du handicap de leur enfant, choisissent tel ou tel département. On en arrive à ça aujourd'hui. Oui, tout à fait. Oui, ou tout à fait. En Belgique ou enfin. Ah non, mais même en France. Hein. Même en France. Plusieurs petits points, observations plutôt, pas tellement des questions, mais là c'est vraiment le pratico-pratique. Ça m'arrive d'aller dans les réunions d'équipe éducative dans les établissements scolaires. Et donc ce qui revient, je vous donnais un exemple par exemple d'une difficulté où on a une notification, on a, oui il faut adapter un enfant en fauteuil roulant, pathologie qui fait que par moment il y a des poussées, donc par moment il est en fauteuil roulant mais il n'est pas tout le temps, mais l'année dernière ça a été 7 mois sur l'année, il n'y a pas d'ascenseur. Et il y a 3 étages. Et la réponse qui a été donnée au final à la famille, parce que c'était pas possible autrement, il change d'école. Bah oui, donc il a changé d'école. Il a plus ses copains, il a plus ses repères. Il s'est senti complètement puni. Enfin, ça fait vraiment double peine. Et il n'y avait pas moyen, évidemment, quand il a quitté le fauteuil roulant, de retourner dans son ancienne école. Donc, exemple très concret d'impact qui est vraiment très compliqué à gérer. Deuxième point qui revient très souvent, ce sont les familles qui viennent me voir, du coup, parce qu'à l'hôpital, les familles savent très bien que je travaille en libéral, c'est une petite ville finalement. Et donc, j'ai les parents qui m'appellent, oui, mais au secours, j'ai le dossier MDPH. C'est le sésame, voilà, je l'ai récupéré, mais je n'y comprends rien. Je dois faire quoi? Et avec qui? Oui, mais il y a l'enseignante référente. Oui, mais c'est qui? Je n'ai pas l'information. Ça veut dire quoi? Je donnais quel papier? Voilà, l'information qui accompagne en fait le dossier. Ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent mettre dedans, quelle case cocher. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent demander. Ben oui, un enfant qui a besoin d'aller voir son ergothérapeute plus l'orthophoniste, etc., il a le droit d'avoir un taxi VSL qui vient le chercher à l'établissement scolaire et qui l'y emmène, etc. Il y a énormément de familles qui n'ont pas l'information. Et donc du coup, comme pour eux, ils n'y ont pas droit, ils ne cochent pas la case, ils ne demandent pas. Donc je ne sais pas si c'est possible, pratico-pratique, faire un guide parent en fait, pour remplir tout simplement le dossier. Oui, deuxième point. Ces informations-là, c'est vrai qu'elles existent. Enfin, oui, mais il faut que les parents sachent où les chercher, en fait. Donc, on est vraiment du côté pratico-pratique. Hein. Sur le côté de l'inaccessibilité de l'établissement scolaire, là, effectivement, c'est des questions... C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Je continue à le voir, il ne va pas bien du tout. Hein. Et on n'a pas de solution. Ouais. Encore 2 points, j'ai fini après. Les notifications d'AVS. Nous, dans notre département, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais c'est une catastrophe. Je vous donne l'exemple d'un enfant autiste qui peut aller à l'école, mais il a besoin d'avoir la présence humaine tout le temps. Qu'il soit en classe, qu'il soit en récréation, qu'il soit à la cantine, qu'il soit sur le trajet pour aller jusqu'au gymnase, il a besoin de quelqu'un avec lui. Il a une notification de 12 heures par semaine. Bon, on est loin du compte. Donc du coup, il va à l'école 12 heures par semaine. Il ne va pas au temps complet parce qu'il ne peut pas y aller. Donc on a un vrai manque de personnel. Il a la notification qui n'est pas suffisante, mais elle n'est pas suffisante parce que derrière, il n'y a pas le personnel. Donc je pense que voilà, la MDPH ne notifie pas un temps complet s'il n'y a pas de temps complet. Je ne sais pas dans quel département c'est. La Somme. Mais Picardie, la Somme. La MDPH peut notifier un temps complet pour... Oui, mais même, ça ne change rien parce que on les a pas, les AVS. Il n'y en a pas. Il faudrait les augmenter.
Ben oui, oui, ça a été une belle parole du gouvernement, enfin du monsieur le président, avant d'être élu. Dernier petit point que je rencontrais très souvent, c'est la détresse des enseignants. Et je parle vraiment de détresse parce qu'ils ne savent pas. On exige d'eux, et je pense que les parents, quelque part, enfin voilà, ils exigent pour leur enfant. Et je les comprends, mais on exige d'eux une expertise, une capacité d'adaptation, au final, à des profils tellement différents dans la classe. Je vous donne un exemple. Une enseignante de classe de CP, CE1, un enfant autiste, que je vous ai donné tout à l'heure, cité tout à l'heure. Elle a 3 enfants qui sont dyslexiques, à des degrés divers, et évidemment, ils n'ont pas les mêmes difficultés. Un enfant qui a des difficultés dyspraxiques. Elle a un enfant qui est, je pense, le diagnostic n'est pas posé, mais trouble de l'attention, il est très 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 agité. Et ensuite, elle a les 2 niveaux de classe, et ensuite elle a tous les enfants qui sont plus ou moins bons selon les matières. Mais c'est ingérable. Il n'y a pas d'AVS dans la classe, sauf les 12 heures, et l'AVS ne peut pas être présente pour un autre enfant. Elle doit être présente pour l'enfant avec autisme. C'est une catastrophe, elle ne peut pas. Ça, sur cette question-là, c'est un constat qui est partagé aussi, voilà. Et il y a alors on expérimente des solutions de mutualisation, notamment d'AVS au sein des établissements scolaires, de faire en sorte peut-être d'aussi, il y a un gros problème de formation, je pense aussi au niveau des enseignants, tout simplement, pour adapter la pédagogie pour qu'elle soit la plus accessible à tous. Donc là, il y a encore des efforts à faire, ça me paraît évident. Mais on y va quand même, enfin il y a des choses qui se mettent en place. Alors c'est lent et ça manque de moyens. Pour les aides humaines, évidemment, on aimerait en avoir plus qu'il y en a. Il y a aussi des problèmes de recrutement, de rendre aussi ce travail-là attractif, de formation des AESH aussi aux différentes formes de handicap. Enfin, bon, c'est quelque chose qui se transforme, et ces constats-là, ils sont partagés par tous. C'est après comment on arrive à les résoudre dans le système actuel qui est quand même enfin là, quand on parle de l'éducation nationale, c'est quand même une grosse machine donc qui évolue, mais qui est un peu lente certainement pour évoluer. Mais donc ce système qui marche bien, fort heureusement, hein. Mais ça repose encore trop, je pense, sur des initiatives personnelles d'enseignants ou de chefs d'établissement, ou voilà. Et l'idée, c'est d'arriver à un système où, mais c'est une dynamique générale. Enfin, c'est comment le handicap est perçu d'une manière générale par la société, comment on y fait attention. On voit souvent que les solutions, elles peuvent être prises sur le terrain, elles peuvent être assez souples et réactives, mais il faut encore que ce soit partagé par tous, et que voilà. Mais évidemment, les constats, je les partage, je les connais. Le réactif, j'ai vraiment du mal en tant que maman d'enfants différents aussi. C'est pas possible. Quand on a une pathologie, le temps de faire dossier MDPH qui soit traité il y a 1 an et demi en Ile-de-France. Voilà, 1 an et demi. De là, j'ai eu, moi pour mes enfants en l'occurrence, l'acceptation vers un CESAD. Là, j'ai 2 ans d'attente pour obtenir une place dans un CESAD. Tout ce qui a été demandé, tout ce qui a été demandé n'était plus à l'ordre du jour, puisqu'on était passé de maternelle à quasiment la moitié du primaire. Il était quasiment au collège quand on a enfin eu un coup de téléphone du CESAD. Voilà, les délais sont catastrophiques. Alors que nous, en l'occurrence pour nos dossiers, il n'y avait rien à aménager, entre guillemets. Il n'y avait pas d'aménagement, pas de matériel à acheter, pas d'AVS. Il n'y avait pas grand-chose, entre guillemets, par rapport à d'autres cas beaucoup plus loin. Donc j'ose même pas imaginer quand en plus il faut demander une AVS, un truc... Voilà. On est complètement hors délai. L'immédiateté, la rapidité, on n'en est pas à rapidité. Hein. On est très loin. J'avais une question financière. Je viens de regarder sur votre site internet. Vous gérez 35 milliards d'euros, c'est ça? C'est écrit sur le site. En pratique... c'est pas moi, hein, mais... Heureusement. J'imagine. Hein. En pratique, on évalue à combien les besoins? En fait, c'est pour voir le gap entre ce qui est proposé comme somme financière et quels sont les besoins réels. Est-ce que ça a été regardé? Alors une évaluation
comme ça général, global sur l'ensemble du volet, du champ du handicap, à ma connaissance, nous, il n'y a pas eu d'évaluation des moyens supplémentaires à mettre. Après, c'est toujours c'est fluctuant. Est-ce qu'on rajoute des moyens dans le handicap, dans la compensation, ou est-ce que finalement on diffuse ça et qu'on voit pour chaque aspect de la vie, la scolarité, l'accès aux soins, l'accès à la citoyenneté, est-ce que dans chaque partie finalement de la vie sociale, on ajoute des moyens pour justement développer une société inclusive, quoi. C'est plus comme ça que moi je verrais la chose. Donc à ma connaissance, je pense pas qu'il y ait d'évaluation qui ait été faite. C'est vrai qu'on vous tombe dessus parce que je pense que c'est remarques. Frédéric, tu voulais rajouter quelque chose? C'est pas tant les moyens supplémentaires qu'il faut mettre, mais c'est globalement, est-ce qu'on sait si c'est 50 milliards ou est-ce que c'est 40 milliards? Et on se dit si c'est 40 milliards, il y a déjà 35 milliards, on peut peut-être essayer de gérer un peu mieux les 35 milliards. Si c'est 70 milliards, là, il y aura une vraie politique. C'est différemment. La question sera posée différemment au ministère public. Oui, tout à fait. Là, je crois qu'il y a déjà un enjeu important qui est celui de savoir sur quel référentiel on se base pour déterminer la population qui va être considérée comme étant en situation de handicap. On voit bien déjà qu'il n'y a pas, dans toutes les études qui ont été faites au niveau national, mais c'est la même problématique au niveau international, c'est sur quelle base on se positionne. En France, est-ce qu'on doit être sur la population des personnes qui se disent en situation de handicap, qui sont reconnues en situation de handicap, et quelle reconnaissance? Est-ce que c'est la reconnaissance, par exemple, par le biais des MDPH? Est-ce que c'est aussi toutes les dispositions prises, par exemple, dans les caisses sécurité sociale sur des droits qui sont ouverts? Et on voit que du coup, il y a une population qui varie du simple au quintuple en fonction de qui on veut considérer. Si on ne reprend que la définition qu'évoquait tout à l'heure Nicolas sur l'article L114 du Code de l'action sociale et des familles, qui est donc une définition tirée de la classification internationale du fonctionnement de l'handicap et de la santé, ça pourrait s'appliquer en gros à une personne sur 6 en France. Donc vous voyez, on serait quand même sur un panel très important. Donc le coût global n'a pas été précisément déterminé, parce qu'il faut déjà savoir de quelle fourchette de population on part, et puis après c'est aussi de quelle fourchette de besoins quelle fourchette on va questionner, quel besoin on va vouloir envisager. Est-ce que c'est l'ensemble de tous les besoins? Est-ce que c'est le surcoût par rapport à un certain nombre de besoins? Donc trouver le chiffrage exact de ce que coûterait la compensation, ou au moins les réponses à l'ensemble des besoins, parce que je dirais que tout ce qui est mis en place dans le cadre de l'accessibilité, qui du coup ne relève pas du financement par l'intermédiaire de la CNSA, ce sont aussi des réponses aux besoins en termes de handicap. Les réponses apportées par la sécurité sociale, par les caisses de sécurité sociale de manière générale, sont aussi des réponses apportées aux besoins en termes de handicap. Donc on ne peut pas raisonner comme ça uniquement sur un chiffre global et par rapport uniquement au financement CNSA, ça ne marcherait pas sur ce plan-là. Tout à l'heure, il était posé une question, savoir s'il y avait des choses qui existaient, des guides par rapport à ça. Juste pour information, sur le site Orphanet, vous avez déjà des documents, et il y a déjà un guide qui est effectivement sur vivre avec une maladie rare, qui est un guide qui reprend les démarches sur le plan administratif. Donc il y a déjà un guide de cet ordre-là. Alors après, est-ce qu'il faut l'étoffer? Est-ce qu'il faut peut-être plus de pratico-pratique? Alors, simplifier la problématique, c'est que simplifier le guide, c'est l'ensemble de la démarche administrative qui n'est pas simple. Donc, plutôt que simplifier le guide, c'est comment on simplifie la démarche administrative avant de simplifier le guide. Et ça, je crois que c'est ce à quoi le gouvernement s'est attelé. Vous avez vu le rapport Taquesser, qui a fait 113 propositions dans un objectif de simplification. On va voir ce qui sera retenu, ce qui va être mis en place, dans quel délai. Déjà, des simplifications, c'est aussi la question de l'allongement, la possibilité d'allonger les durées d'attribution de droits. Ce serait déjà une bonne chose. C'est comment on peut trouver un meilleur accompagnement pour constituer un dossier, parce qu'on est bien conscient que constituer un dossier à la MDPH, c'est compliqué. Déjà, c'est pas une démarche évidente à faire. Il faut accepter
accepter l'idée d'aller faire la démarche. C'est forcément violent sur un plan émotionnel, sur un plan psychologique. Donc c'est comment on peut être accompagné par rapport à ça. C'est effectivement comment on se retrouve pour la première fois face à un questionnaire, à quoi ça correspond ces questions. Quand on parle de besoins, d'attentes, de projets de vie, à quoi ça correspond. Donc c'est quel accompagnement on peut avoir. Et là on voit qu'il y a un enjeu, d'accompagnement par la MDPH, mais aussi par l'ensemble des partenaires. Parce que je dirais qu'il y a aussi il y a les services sociaux de secteur, les services sociaux dans les centres hospitaliers, les associations. Il y a beaucoup de monde qui est là pour intervenir auprès des personnes. Et je pense qu'il y a un enjeu, c'est un enjeu de société, un enjeu global. C'est pas une question de refiler le travail de l'un à l'autre, mais c'est comment justement il faut qu'on puisse créer la confiance. Et je dirais qu'aller vers la MDPH, il faut qu'il y ait une confiance qui se crée. Et quand il y a déjà une confiance qui existe par ailleurs, c'est comment on peut aider avec le passeur de confiance vers la MDPH pour que les choses se passent correctement. Donc là, il y a cet enjeu-là d'aide à la construction du dossier, effectivement, qui est un temps important parce que la bonne construction du dossier va finalement mettre le dossier sur les rails correctement et c'est ce qui permet qu'après ça se passe bien. Parce que si on part directement sur un conflit, c'est sûr que généralement, c'est toujours une situation qui restera toujours difficile. Après, c'est vrai que je vous passe la parole, promis, j'arrêterai d'être trop bavard. C'est aussi la question, on est d'accord, de la confrontation entre les besoins et les moyens sur les territoires. On sait qu'ils sont très disparates. L'hétérogénéité des pratiques, on la connaît. Elle est liée à beaucoup de choses, pas forcément qu'aux pratiques des MDPH. Il y a par exemple une étude, il y a quelques années de l'adresse, qui avait été faite sur l'attribution de la hache, où ce qui était ressorti, c'est que plus de 75% de ce qui expliquait la disparité des attributions de l'allocation sur l'ensemble du territoire n'était pas lié au fonctionnement des MDPH, mais était lié aux différences des caractéristiques sociodémographiques d'un territoire à l'autre. Donc ça montrait qu'il n'y avait pas, pour réduire l'hétérogénéité, c'était pas que le fait de jouer sur les équipes, ça il faut le faire, et c'est ce que nous essayons de faire, mais on voit qu'il y a d'autres facteurs, vous l'avez évoqué, c'est le maillage territorial, c'est les ressources d'un territoire, et ça joue beaucoup. Après, sur la question que vous évoquez de cet enfant qui ne peut pas aller au troisième et qu'on laisse au troisième, c'est comment on peut aussi parfois avoir un peu de bon sens à essayer de trouver une salle qui éventuellement soit au rez-de-chaussée. Voilà, mais je suis d'accord, mais après, il y a des choses qui peuvent parfois s'arranger, comment on peut trouver des solutions. Toutes les pièces accessibles sont liées à l'administration, donc ne sont pas assez grandes. Tout simplement, ces pratiques, on peut pas mettre une case. On a vu des pratiques sur certains départements. Voilà. On a vu des choses effectivement sur certains départements où ils se sont arrangés, où les communes sont arrangées pour adapter les choses. Enfin, voilà. Je ne dis pas que c'est la solution sur un cas pratique, on ne va pas en 30 secondes trouver ce qui n'a pas été trouvé, mais je crois qu'on voit qu'il y a des réflexions. C'est vrai qu'on est dans un grand mouvement de changement. On évoquait la question des CESAD aussi, la réforme de la tarification, les évolutions à l'heure actuelle sur la manière dont on va concevoir les établissements et services, non plus en logique de place, mais en logique de parcours, avec des questions plus de fil actif, d'intervention auprès des personnes, plus que de dire j'ai tant de places et mes places sont occupées ou non. Ce sont des choses qui vont faire évoluer les pratiques. Après, on est bien conscient que le temps administratif n'est pas le temps des familles et qu'il faudrait toujours que ça aille plus vite.